Et salut à tous! Coucou Morgane! On s'est rendu compte, vu que ce matin, j'ai Théo, j'ai Théo le modo pour voir si j'arrivais à Théo quelqu'un. Et ben en fait, ce que je savais pas, je sais pas si tu savais Morgane, ça lui fait sauter, quand tu Théo quelqu'un, ça lui fait sauter son statut modérateur. Ça t'a tout fait sauter? Oh la vache. Oui, bah t'avais qu'à dire que... Fallait pas dire en fait que je te faisais des trucs dégueulasses. Eh, c'est bon, hein? Ça va. Alors, comment on va partir? On va partir sur le gros morceau du fonctionnement d'un ordinateur. Et du coup, j'étais en mode dans quel sens, par quel bout je le prends. Et je me suis dit, on va commencer par la partie mécanique avant de rentrer à l'intérieur. Et je me suis dit, bah en fait, on va peut-être commencer par l'histoire, par les composants, par les trucs comme ça. Ah oui, il n'y a plus le badge. Tu peux le refaire ou je le fais? Non, c'est bon, tu t'es... Ça va, toi? J'arrête mes conneries, c'est ça? On arrête les conneries. Ah, d'accord. Vas-y, vas-y, prends le temps de chercher. Salut Fortune Couchy, comment ça va? Des trucs dégueulasses niveau bouffe. Mais oui, mais en fait, alors, il y a eu un moment, j'ai voulu tester une recette qui était à base de farine de pois chiches, et du coup, il y a tout le chat qui a voulu sauver le modo. Voilà, et avec Smash, on en a reparlé, et le modérateur, il a dit que, bah, en gros, voilà, tout le monde l'avait sauvé, et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai Théo, le modo. Sauf que ça a fait sauter son statut de modo. Je trouve ça extraordinaire. Il s'est auto-redonné le badge. Non, mais tellement. De toute façon, c'est Smash que j'aurais dû Théo. Comment ça va, Morgane, aujourd'hui? Tu stream ou pas? Ah, c'était ça que je savais pas faire. Comment on fait une dédicace à quelqu'un sur le chat? Attends, elle est encore mieux normalement. Comment tu t'es appelé? Tu m'as pas fait une espèce de phrase à rallonge avec un ego surdimensionné, non? Attends. Le Clayton a été ajouté au modo. Ouais, donc c'est bon. Quoi? Où est mon marteau? T'as un marteau? T'avais pas une épée? Au début, t'avais une épée. Bordel, la farine de pois chiche, ça me rappelle quand j'avais regardé une vidéo d'une nana qui était en mode bio et je me lavais les cheveux à la farine de pois chiche, comment vous dire? Mais non! La meuf, elle se lavait les cheveux à la farine de pois chiche. Bon, en tout cas, c'est pas très bon. Mais moi, j'avais pas trouvé ça très 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 bon. Allez! Comment ça se passe sur l'histoire? Attends. Hier et avant-hier, on a fait 2 lives euh, sur comment on forgeait. Le bronze, faire de l'acier, ce genre de choses. Combien il fallait de trempes et de revenus pour faire une lame. C'était hyper intéressant. Et là, on va vraiment sur le gros, 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 énorme morceau du fonctionnement des ordinateurs. Alors, faut que je sois bien devant. Ouais, marre de tout ce qui est chimique, j'ai vite regretté quoi. Ouais, j'avoue. Faut dire shout out. Ah, attends, on va tester. Sans l'espace plus pseudo. Ça marche ou pas? Attends. Commande non reconnue. Attends. Attends, je reprends. Ah, oh, ça a marché. Ceci est une dédicace à Morgane. Morgane que je surkiffe, mais je tiens à peu près 20 minutes en live parce que dès qu'elle se met à crier, c'est extraordinaire, mais mes oreilles commotionnées, elles aiment pas trop.
Elle est extraordinaire. J'étais là sur le live où la meuf, elle a fait Alt F4 parce que t'arrivais pas à la ressusciter. Elle devait pas être contente. Période sombre de ma vie. Mais on évolue désormais, je sais comment faire une lame. Mais oui, bientôt possiblement qu'on va apprendre à produire un réacteur nucléaire. Et on n'est pas très loin de la physique quantique. On a commencé à aborder. Et j'étais en mode, ok, j'ai compris, jusqu'à ce que je lise la phrase. Si t'as compris, ça veut dire que t'as rien compris. Bon bah voilà. Merci, au revoir. Pourquoi tu soupires? C'est bon, Tité. J'arrête de faire des conneries, c'est ça? Quand il soupire comme ça, c'est quand je fais une connerie. Est-ce que t'as tout? Comment tu t'appelles? Modérateur suprême? Hmm. Comment tu t'appelles? Tu t'es trouvé un nom et machin, tu disais que tu cherchais l'endroit où il fallait... Modérateur principal et éditeur. Ok, ok. Eh bien, pas de problème. Ok. On est sur les comptes. Ok. L'histoire des ordinateurs. J'ai trouvé plusieurs sites. L'histoire des ordinateurs, on en a du Wikipédia, on a de l'histoire pour tous. On a... J'ai trouvé d'autres. Sur l'histoire de l'informatique aussi. J'ai vu pas mal de sites. On retournera à la médiathèque pour récupérer. Et Wikilivre aussi. Récupérer tout ce qu'il faut pour avoir les informations qu'il nous faut. Parce qu'en fait, il faut faire le pont entre l'histoire et vraiment les détails. Là, on est vraiment sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, est-ce que tu as un écran? Est-ce que tu as ci? Est-ce que tu as ça? Parce que pour ça, il faut que j'arrive à comprendre avant de rentrer dans les détails. Et donc, bah, les feux, quoi. Déjà, le premier site que j'ai trouvé, ça disait, alors, il y a plusieurs choses. Il y a l'alimentation, il y a la carte mère, il y a le processeur, il y a la mémoire vive. J'ai fait, je comprends rien. Du coup, le modo a directement un micro pour que je puisse comprendre et que je sois pas perdue. Au milieu de toutes ces informations, nous allons commencer par l'histoire des ordinateurs. Nous sommes sur Wikipédia et je vais me mettre en position. Bougez pas. Est-ce que je suis bien installée? Est-ce que ça marche? Est-ce que je suis calée? Je suis toute oui. Déjà, Morgane, est-ce que tu t'y connais? Enfin, c'est très facile de mieux s'y connaître que moi en informatique. Mais du coup, est-ce que tu as quand même des bonnes connaissances, genre, tu t'y connais vraiment bien? Ou est-ce que tu as appris un petit peu au fur et à mesure? Dans le chat, vous êtes comment en fait? Parce que je sais qu'il y en a, tu vois, on discutait un peu et il y en a qui ont fait. Il y en a, ça réveille des PTSD. Il y en a d'autres, enfin, tu vois, qui ont appris. C'est assez intéressant. T'es développeur logiciel. Ah, génial. Pour l'instant, je sais pas ce que tu fais. Mais à un moment donné, je saurai. Je comprendrai. Je sais comment monter un PC, mais comprendre pourquoi du comment, non. Mais bah écoute, je pense que ça peut être cool. Déjà, il faut savoir que le modo, en fait, il avait commencé à m'expliquer le fonctionnement des PC, des ordinateurs, comme le fonctionnement d'une entreprise. Il m'a beaucoup imagé. Moi, j'ai vraiment besoin d'avoir beaucoup d'images et des choses qui me permettent, en fait, de vulgariser et d'avoir des comparaisons. Ça, c'est des choses qui vont être très claires. Je sais qu'en termes d'apprentissage, je n'aime pas quand le langage est trop technique. En fait, j'aime pas quand c'est trop technique s'il n'y a pas de nécessité absolue de préciser et d'être technique. Tu vois, utiliser des mots complexes juste parce que c'est
la langue et qu'il n'y a pas d'intérêt, en fait, ça perd aussi souvent les personnes. C'est vrai que je vais avoir beaucoup de jugements, en fait, pour les explications et les personnes qui sont pas en mesure de vulgariser et en gros qui te prennent de haut parce que t'as rien compris. Allez, let's go, on se lance. Est-ce que je peux avoir... J'ai inversé, je vais faire tablette... hop, tablette, le gestionnaire des... hop, du chat et on est bon. Et donc là, je vais prendre Histoire des ordinateurs. Dans les précédents lives, on avait vu tout ce qui était machine à calculer. En fait, il y avait deux choses qui étaient en parallèle. Il y avait la volonté en fait d'avoir des meilleurs calculs qui étaient plus fiables et sans erreur. Et à côté de ça, il y avait la télécommunication. Donc ça, on a abordé sur les précédents lives vraiment les deux problématiques entre notre boulier qui s'est amélioré avec les cartes, avec le mec qui collectait des impôts et qui a juste rajouté, qui a créé une machine pour faire des plus et des moins. Puis ensuite, plus tard, 30 ans plus tard, on a rajouté les multiplications, les divisions. Ça, on l'avait abordé et je trouvais ça hyper intéressant. Donc, c'était la volonté de faire des calculs. Et à côté de ça, il y avait l'histoire de l'évolution de tout ce qui était télécommunication, qui nous a emmené sur Hertz avec les ondes magnétiques et qui nous a emmené sur la télégraphie sans fil, la téléphonie, l'évolution et comment ça, on a réussi à faire des, comment dire, des grandes, des grands moyens de communication et avec des câbles sous-marins et en plus avec la radio. En fait, on avait vu tout ça et on s'était arrêté à la télévision et au tube cathodique. Et au milieu de tout ça, sur les tubes cathodiques, on avait découvert, on avait compris comment fonctionnait un tube cathodique et comment ils avaient découvert le télénium et le sélénium, qui était hyper intéressant. Ça, je trouve ça vachement intéressant de savoir comment on a découvert les comment dire, que ce soit des métaux, que ce soit des choses comme ça. Je trouve... Voilà, c'est des petites questions que je me pose. Allez, on va commencer la lecture. Source, on est sur Wikipédia et on est sur l'histoire des ordinateurs. L'histoire des ordinateurs commence au milieu du XXe siècle. Les premiers ordinateurs ont été réalisés après la Seconde Guerre mondiale. La deuxième génération d'ordinateurs est basée sur l'invention du transistor en 1947. Pour rappel, là je suis allée sur le transistor. Le transistor, c'est un composant électronique à semi-conducteur permettant de contrôler et d'amplifier les tensions et les courants électriques. C'est le composant actif le plus important des circuits électroniques, aussi bien en basse qu'en haute tension. Il permet d'assembler avec d'autres d'effectuer des opérations logiques, comme des programmes informatiques. Amplificateur, stabilisateur de tension, modulation de signal. Les transistors revêtent une importance particulière, le plus souvent en tant qu'interrupteur marche-arrêt dans les circuits intégrés, ce qui rend possible la microélectronique. Première génération d'ordinateurs avant-guerre, milieu du XXe siècle. Pardon, après-guerre. La première phrase, si je la lis mal, ça va mal se mettre. Ok, et ce qui a été super important, c'est l'invention du transistor en 1947. La troisième génération d'ordinateurs est celle des ordinateurs à circuit intégré, qui a été inventée par Kilby en 1958. Donc ça veut dire qu'en 10 ans, il y a eu une grosse évolution. Et en 50 ans, l'évolution, elle est juste monstrueuse au niveau des ordinateurs. Dans les années 70, à la suite de l'invention du microprocesseur, les ordinateurs personnels apparaissent. Et dans les années 90, le réseau Internet devient populaire et relie un nombre exponentiellement croissant d'ordinateurs. Pour l'instant, Internet, on n'est pas allé dessus. Parce qu'en fait, on avait plein de découvertes à faire avant. Internet faisait faire un bond dans les découvertes qui nous emmenaient justement vers les ordinateurs. On avait l'ENIAC. Ouais, c'est bon, on va l'aborder un petit peu plus tard. On était allé jusqu'à l'ENIAC et le Z3 dans mon souvenir, en fonction des pays de ce qui avait été inventé. Les précurseurs. Le calculateur analogique. Un calculateur analogique est un calculateur qui utilise des mesures physiques continues, par exemple électriques, mécaniques ou hydrauliques,
pour modéliser un problème à résoudre, tel que le passage du temps, le déplacement d'un véhicule ou le déplacement des planètes. Cependant, un calculateur, ce n'est pas une machine à calculer dont les touches sont toutes indépendantes tout en étant liées par des règles d'arithmétique. Lorsque les conditions initiales d'un calculateur analogique sont saisies, il n'est plus modifié que par l'action continue de son simulateur, manivelle, pendule, poids, roue d'un véhicule. Un calculateur analogique produit toujours le même résultat pour des conditions initiales identiques. Ça veut dire qu'un calculateur, à partir du moment où tu as rentré les données, la seule chose que tu peux faire, c'est dire, allez, tu te mets en mouvement ou pas par rapport à un calcul qui a été donné au début. C'est ça? Modo qui est en pleine réflexion. Moi, j'ai l'impression. Je vais relire la phrase, je pense que je vais mieux la comprendre sur la deuxième fois. Un calculateur n'est pas une machine à calculer dont les touches sont indépendantes, tout en étant liées par des règles d'arithmétique. Lorsque les conditions initiales d'un calculateur sont saisies, il n'est plus modifié que par l'action continue de son simulateur, une manivelle, un pendule, un poids ou une roue d'un véhicule. C'est pour ça qu'ils font un lien avec le temps, parce qu'une horloge n'est rien de plus qu'un calculateur de temps avec un pendule. Bonjour Zèbre Noir, bienvenue sur le live. Alors dans le live, autant vous prévenir, vous avez la possibilité de donner un micro pour le modo quand je dis de la merde ou pas, hein, ça peut être aussi pour d'autres choses, hein, mais... Selon le physicien Price, la machine denticitaire est un calculateur analogique le plus ancien connu à ce jour et daté de 87 avant Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est la machine denticitaire? La machine denticitaire, ou appelée mécanisme denticitaire, c'est comme le premier calculateur analogique jusque-là, il n'y a pas de problème, permettant de calculer les positions astronomiques. C'est une machine en bronze comprenant des dizaines de roues dentées et disposée sur plusieurs plans. Il est gardé de nombreuses inscriptions grecques. C'est un unique exemplaire dont les fragments ont été trouvés en 1901 dans une épave. Ok. C'est un des plus vieux mécanismes à engrenage connus. Je vous fais un bref résumé de ce qu'ils sont en train de dire. C'est quoi le concept de donner un micro au modo? C'est quand il y a besoin d'intervenir. Alors, je suis en train de regarder les origines. Ouais, mais ça va pas nous dire à quoi ça sert. Premières études et premières hypothèses. Ok, ils étudient, ils font des hypothèses. Ok, donc en gros, là, ils sont en train de dire qu'ils ont trouvé une machine à engrenage et ils savent pas trop à quoi ça sert. Ils savent peut-être pas. Ouais, non, mais je pense que c'est ça. Je pense que t'as dû arriver juste après que je le dise. Un micro pour le modo. Le modo va souvent intervenir quand je fais des lives où moi je vais apprendre quelque chose. Les lives, on se couchera moins con, littéralement, parce que des fois il a des choses à me préciser pour que je comprenne. Et donc du coup c'est assez marrant. Et des fois l'idée un peu fun, c'est de lui donner un micro quand il y a besoin. Et notamment ce matin, ça a été utilisé par Smash. Euh, Parce qu'il considérait visiblement que j'étais pas une assez bonne cuisinière et que potentiellement j'allais laisser mourir de faim le modo. Voilà. Il y a des utilisations. Alors attends, je vais chercher l'utilisation. Voilà. C'est considéré comme le tout premier système à calculer de l'histoire et c'était probablement utilisé en tant que calendrier astronomique. On tourne la clé ou la manivelle pour régler le mois et l'année sur le cycle métonique, le calendrier égyptien. Ok. Et placé sur l'autre face permettant de régler le jour. Pour prédire une éclipse, on fait tourner la manivelle jusqu'à ce que l'aiguille du cadran du Saros tombe sur une inscription correspondant à une éclipse. Ok. Du coup, non, en vrai, c'est cool, hein. Donc, eux, ils disaient que c'était le premier calculateur analogique. Ah, c'est pour l'objet à cran que je disais ça. Ah, merde! La minute blonde encore. Ça y est.
Ok. Là, on est bon. Calculateur. J'ai demandé à ChatGPT si on est d'accord qu'une horloge, c'est un calculateur analogique. Je suis en train de voir les définitions des calculateurs analogiques. Est-ce que tu es d'accord pour dire qu'une horloge est un calculateur analogique? Il va me dire de fermer ChatGPT, de fermer ma gueule et de lire des bouquins. Pas exactement, une horloge n'est pas classée comme un calculateur analogique, même si elle utilise bien un principe de représentation analogique. La nuance intéressante, c'est que le calculateur représente des grandeurs physiques par d'autres grandeurs physiques continues. Position, tension électrique, rotation ou pression. Et effectue réellement des opérations mathématiques dessus, addition, multiplication, intégration, résolution d'équations. Une horloge à aiguille représente le temps par une grandeur continue, l'angle de rotation des aiguilles. Par exemple, 360 degrés l'aiguille correspond à 60 minutes. Donc l'horloge réalise bien une conversion de proportion, temps écoulé qui va vers la rotation mécanique, qui va vers la position angulaire. Jusque-là, il n'y a pas de souci. On pourrait dire qu'elle effectue une relation, et là, il me sort une formule mathématique. Mais son rôle principal est de mesurer et d'afficher le temps, pas de résoudre un problème mathématique à partir de variables d'entrée. C'est pourquoi on la classe plutôt comme un instrument de mesure analogique que comme un calculateur analogique. C'est hyper clair. Le modo, t'as entendu ou pas? Suivi? Ouais, c'est trop cool. Ok. En revanche, une règle à calcul, un intégrateur mécanique et un analyseur différent. Ouah, ouah, ouah. Non, non, là, tu vas trop loin. Tu vas trop loin, chat. On laisse tomber. Jusque-là, c'est clair. Là, c'est très clair. L'objet à cran, c'est la machine denticitaire. Et la machine denticitaire, ils l'ont découvert dans une épave. Ils ne savaient pas trop, il y a eu beaucoup de suppositions. Et ils supposent que cette machine-là était pour calculer les éclipses et comment dire, les positions des planètes. Et que ça tournait via une manivelle. En gros, c'est ça. En très très résumé, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Alors, déplacement des planètes, jusque-là, il n'y a pas de problème. Ok. Là, il va aborder l'algorithme et les logarithmes. Et je ne comprends pas pourquoi on parle tout de suite d'algorithme et de logarithme. On va lire et on va voir si on a besoin de creuser. Sinon, on creusera plus tard. Les algorithmes les plus anciens sont attestés par des tables datant de l'époque d'Hammurabi, donc 1750 avant Jésus-Christ. Ce sont des simples de recettes de calcul. Vers 300 avant Jésus-Christ, des algorithmes plus généraux ont été publiés par des mathématiciens grecs de l'Antiquité, notamment Euclide et Ératosthène. Au IXe siècle avant Jésus-Christ, le nom est beaucoup trop long. Du coup, je vous dis juste son prénom, il s'appelle Mohamed. Et dans tous les noms, le dernier... Non, il est trop... Ok. Mohamed ibn Moussa al-Khawarizmi théorise les algorithmes en utilisant la nouvelle arithmétique décimale indienne. Le titre de l'un de ses ouvrages, ok, est à l'origine du mot algèbre. Oh, la méthode algébrique, proprement dite, remonte à Diophante d'Alexandrie. Ah, c'est lui qui théorise et qui fait l'algèbre? Ok. Donc, vers 1617, Napier invente une sorte d'abaque perfectionné. Qu'est-ce qu'un abaque? Ah, c'est un boulier. Table de poussière. Désigne tout instrument mécanique facilitant le calcul. Ok. Oui, donc c'est pas exactement un boulier, mais un boulier est un abaque. Sa formule... Attends. J'arrive et je le dis avec tellement d'aplomb, je suis même pas sûre de ce que je dis. Ok. La différence... Attends. Tac. Est-ce que un boulier chinois est un abaque?
Pour moi, oui. Mais tous les abacs ne sont pas les bouliers. Oui, un boulier chinois est bien un type d'abac, et l'abac est le terme général désignant un instrument permettant de représenter des nombres et d'effectuer des calculs. Ok, on peut continuer. 1617, Napier. Il fait une sorte d'abac perfectionné. Sa formulation des logarithmes démontre que la multiplication et la division peuvent se ramener respectivement à une série d'additions et de soustractions. Ouais, la formulation des... D'accord. Ça va peut-être beaucoup trop loin en fait en maths pour moi. C'est assez intéressant. C'est trop... Je pense que c'est beaucoup trop abstrait et ça s'éloigne en fait du fonctionnement des ordinateurs, donc je vais pas plus creuser. Mais je trouve ça assez cool, mais beaucoup trop loin de ma compréhension. En 1625, on développe les règles à calcul, utilisées par de nombreux ingénieurs jusqu'à l'apparition des calculatrices de poche. Dans les années 60, une partie des calculs nécessaires au programme Apollo a été effectuée avec des règles à calcul. Les règles à calcul, j'en ai vu une quand j'étais au collège. C'était ma prof de maths qui était vieille quand même, qui nous avait montré sa règle à calcul. Et du coup, c'était un grand truc et c'était extraordinaire. Tu peux transformer un x en plus en logarithme. Une multiplication. Pardon. Oui. Oui, je l'avais compris, je l'ai juste mal lu. Pardon. Non, mais t'as bien fait. T'as bien fait. Franchement, vu les dingueries, je suis capable de sortir, vaut mieux que tu me corriges. Ok. D'accord. Une multiplication. Logarithme A plus B. Je comprends de très très loin. Si je rentre dedans, je comprendrai plus. Mais dans l'idée, je vois ce que ça veut dire. C'est un peu le... Dans l'idée, je vois à peu près comment ça fonctionne, mais je ne saurais pas le créer pour que ça fonctionne. En gros. Alors, les calculateurs mécaniques. L'histoire des calculateurs mécaniques, on l'avait fait. Le système binaire. Le système binaire, on l'avait fait et j'avais compris le système binaire. J'avais compris le décimal codé binaire. Non, franchement, on s'en était bien sorti. Hein. Franchement, on s'en était bien sorti pour le binaire. Donc ça, c'est les précédents lives. Donc si vous voulez, vous avez le modo, il mettra juste le lien de YouTube où on a toutes les diffusions, on a tout remis en fait, ce qu'on avait fait en live en termes de compréhension. Là, je fais un gros saut pour aller aux premières machines programmables. Attendez, je vais fermer la fenêtre parce qu'elle est en train de claquer. Voilà, là on est bon. Merci. Oh. Première machine programmable. Tac. La principale marque d'un ordinateur est sa programmabilité. Celle-ci permet à l'ordinateur d'émuler d'autres machines à calculer en changeant la séquence des instructions disponibles. Donc, ok, donc c'est ce qui permet en fait de calculer en changeant la séquence des instructions disponibles. Alors, émuler. Émuler, je ne sais pas ce que c'est. En informatique, l'émulation consiste à substituer à un élément matériel informatique un logiciel. On va substituer. Sérieux? Émuler, c'est substituer. Alors, émuler signifie simuler sur un ordinateur le comportement de. L'émulation est donc une imitation du comportement physique d'un matériel par un logiciel, contrairement à la simulation qui vise à imiter un modèle abstrait. Ok. L'émulateur reproduit le comportement d'un modèle dont toutes les variables sont connues, alors que le simulateur tente de reproduire un modèle, mais en devant extrapoler une partie des variables qui lui sont inconnues. Ok. Exemple, la simulation du comportement d'un trou noir.
Le recours à un émulateur selon le contexte permet de faciliter le développement ou le débogage d'un système. Débogage, debug. Ok. Dans le cadre, il est possible de faire fonctionner le nouveau système, l'émulateur, de la même manière que le système imité. D'accord. Ok. Alors, il existe 10 types de personnes, celles qui comprennent le binaire et les autres. Oui, je l'avais compris. Ça veut dire que j'arrive à comprendre les blagues sur le binaire. Putain, les gars, je me coucherais vraiment main con. Des fois, je lis. En fait, c'est compliqué. Pour ceux qui savent pas, il y a eu une commotion cérébrale il y a un an. Et du coup, il y a des choses qui sont compliquées. Et la lecture à haute voix est quelque chose d'extrêmement compliqué. Donc, en plus d'apprendre quelque chose, je fais travailler mon cerveau sur une tâche qu'il savait faire avant qu'il ne sait plus faire. Et du coup, là, j'avais compris la blague, mais je l'avais juste mal lue. Mais du coup, de comprendre une blague sur le binaire, hein, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. J'adore. Ok. Le métier à tisser. En 1724, Basile Bouchon met au point le premier système de programmation d'un métier à tisser grâce à un ruban perforé. Et en 1728, Falcon, ou Falcon, son assistant, remplace le ruban par une série de cartes perforées reliées entre elles. Ok. Joseph-Marie Jacquard lit le tout dans son métier à tisser qui fut adopté dans le monde entier et qui démontra qu'une machine pouvait être minutieuse, constante et dépendante. C'est assez intéressant, on est en 1709. Pardon, 1725. 1709, c'est l'année de naissance. Ouais, c'est quand même hyper intéressant. Pour un informaticien, Halloween, top 31. Attends, je l'ai pas celle-ci. J'ai- C'est pareil sur la manière dont c'est écrit en binaire, c'est ça? C'est pour ça que je l'ai à moitié la ref? On se... Merci. Et on dit au revoir. Voilà. Tu peux compter en binaire, mais aussi en base 8 et en base 10 comme d'hab. Attends, base 8, base 10. Alors attends. On va prendre une petite parenthèse sur le binaire pour être sûr que j'ai compris. Et peut-être que le modo, il m'expliquera la blague et qu'il me dira que j'ai des connaissances, mais que ces connaissances sont pas assez poussées pour que je comprenne entièrement la blague. Pour moi, la blague du 31 octobre et de décembre 2025, peut-être que ce soit pareil, à mon avis, c'est une histoire de lecture. De ce que j'ai compris du binaire, le binaire, c'est 1-1 et 1-0. Ça peut être lu d'une traite, mais ça peut être lu aussi sur le modèle ASCII et ça peut être lu aussi sur le décimal codé binaire. Du coup, tout le monde va utiliser des 1 et des 0, mais sur un enchaînement différent, tu ne vas pas lire la même chose. Mais par contre, les trois peuvent, ça peut avoir une gueule complètement différente, mais ça pourra dire la même chose. C'est ça? C'est résumé? On est bien? Le modo, il valide pas? Ouais, c'est ça. En fonction du découpage et des trucs comme ça. C'est ça. Moi, c'est ça, c'est les paquets de 10 et de 8. Parce que t'avais. Alors attends, t'as les octets, c'est 8 bits et 1 byte. C'est ça. Ok. Donc ça, c'est bon. Et pour moi, la lecture, le décimal codé binaire, c'est par groupe de 4. Je crois que le décimal codé binaire est en groupe de 4 et je crois que l'ASCII est en paquet de 8. Je crois que c'est ça. Binaire, c'est comme si t'avais que deux doigts pour compter. Ouais, ça c'est bon. Ça, je l'ai. Est-ce que dans tout ce que j'ai dit, c'est à peu près ça? Moi, je l'ai compris comme ça. Et là, je viens de perdre le modo qui, sur des petites nuances, il se souvient plus de ce que j'ai dit dans mon live. On est où du café là que j'ai oublié? Hmm, il est bon et puis c'est maintenant qu'il faut le boire parce qu'on est bientôt tiède, quoi.
La machine à calculer programmable, l'évolution des machines à calculer. On a un petit paragraphe à lire et après on va rentrer dans le détail. En base 10, tu as des paquets de 1, 10, 100. En binaire, des paquets de 1, 2, 4, 8. En octal, 1, 8. Ok. J'irai chercher, mais j'irai chercher hors live, justement, les petites nuances par rapport à ça. Ça fait déjà 2 lives qu'on se fait sur le binaire, ça veut dire que c'est moi, il faut que je rentre plus dans les détails. Octobre 31 égale décembre 25. Je suis pas sûre de l'avoir compris. Ah. Ah, d'accord, et décimale. Ok, le modo a compris, et c'est bon, il me l'a expliqué. Il m'a fait la traduction. Merci. Vous voyez pourquoi j'ai besoin du modo? Allez, la machine à calculer programmable. Ça, on en avait parlé, c'est Babbage en 1834, qui propose une machine mécanique à calculer sur la base qu'il a appelée la machine analytique. La machine qu'il conçoit devait permettre de résoudre n'importe quelle équation et d'exécuter les opérations les plus compliquées de l'analyse mathématique. C'est un calculateur mécanique programmable, fonctionnant à la vapeur qui utilise des cartes perforées pour ses données et ses instructions. Bien que la théorie et le projet technique de Babbage aient été remarquablement pensés, bien qu'il en ait confié la réalisation à un atelier, oh là, il y a trop de bien que, il finit par laisser son constructeur comme ses financeurs par son arrogance et ses changements de plans successifs. La construction de cette machine analytique, pas plus que les précédentes, n'aboutit. Ok, donc là, il y a un paragraphe complet qui a dit, en fait, le mec, c'est un gros con, et du coup, il n'y a plus personne qui l'a suivi pour faire son truc. Mais c'est extraordinaire. Le modo n'a pas fait une apparition vocale, ça compte pas à refaire. Promis, je prends le micro la prochaine fois. Moi, j'ai pas vu des points de chaîne. Ça y est, je suis perdue. Alors, pour le AOCN, c'est normal qu'on soit perdu. Pour le coup, tu as fait une blague qui était assez marrante, mais sur lequel je n'ai pas encore, on n'a pas encore les connaissances techniques pour la comprendre complètement. On parle pas encore assez la langue. En gros, c'est ça. Donc, je reprends. Ça a commencé par les machines à calculer. On a des calculateurs, on a les premières générations d'ordinateurs. On peut aller à l'autre page, la nouvelle page, sur qu'est-ce qu'il y a dans les composants. Youp. Bing. Le fonctionnement des ordinateurs reposait sur des composants physiques lourds et lents, des tubes à vide ou des lampes à vide, et le relais électromécanique qui servait d'interrupteur pour traiter les données à partir de cartes perforées. Dans les composants de base, on avait des tubes à vide, donc c'est des ampoules de verre qui laissaient passer ou bloquer le courant électrique pour faire des calculs, des relais, des petits interrupteurs magnétiques qui s'ouvraient et se refermaient de façon mécanique, et des cartes perforées, des morceaux de carton avec des trous, pour donner des consignes et entrer les données. Au niveau du traitement des données, il y avait le calcul binaire, donc les machines qui utilisaient l'état ouvert ou fermé des lampes pour coder l'information. Il n'y avait pas d'écran, pas de clavier comme aujourd'hui. Et les réglages se faisaient à la main avec des câbles et des interrupteurs. Il faut savoir que les premiers ordinateurs et les premiers gros ordinateurs, ça faisait, je crois, 17 mètres de long sur 2 mètres et demi de large. Il y en a un autre, c'est un système où on est sur 160 mètres carrés, donc c'était énorme à l'époque. Ces machines géantes chauffaient beaucoup et consommaient énormément d'électricité et tombaient souvent en panne. Et on parle de l'ENIAC et du Z3. Donc l'ENIAC, c'était vraiment le premier. Les ENIAC et Z3, c'était, si je dis pas de bêtises, les premiers ordinateurs. Là, on a l'histoire des microprocesseurs, l'histoire de la naissance du premier ordinateur. Comment le premier ordinateur est né? Si je prends pas le retour du chat. Ah si, je l'ai. Donc, qu'est-ce que j'ai? Les fameux bugs. Oui, c'était ça. L'histoire des bugs, c'était ça.
Les bugs, c'était vraiment les bébêtes qu'il y avait en fait dans les gros ordinateurs. Ok. Comment le premier ordinateur est né? Si le premier ordinateur programmable fonctionnel est apparu en 1941, en 1936, Turing... Attendez, il y a une sirène. C'était une petite sirène, on aurait dit une sirène de jouet. En 1936, Turing imagine le fonctionnement des futurs ordinateurs et élabore un modèle abstrait qui est censé pouvoir faire fonctionner des appareils mécaniques de calcul. C'est la machine de Turing et c'est un véritable temps fort pour l'histoire de l'informatique. Zuse y fait le Z3 et c'est la première machine reconnue Turing complète universelle, c'est-à-dire la première à pouvoir réaliser tout algorithme. Les programmes et les données sont lus sur des films perforés et les instructions sont exécutées consécutivement tout au long de la lecture. Comment le Z3 a-t-il transformé l'histoire de l'informatique? Avec l'invention du Z3, de Zuse, la machine est mise au service des individus. En tant que premier ordinateur programmable fonctionnel, le Z3 permet à ses utilisateurs de le commander en lui envoyant des instructions. En d'autres termes, de lui déléguer des tâches. C'est d'ailleurs avec cette envie de simplifier la vie que Zuse était motivé à développer le Z3. Il avait la flemme, j'adore. On est sur le site Epitech. Il avait la flemme de faire des calculs. Depuis, il est très courant pour les professionnels de l'informatique de répondre à un problème en confiant aux ordinateurs des séquences d'instructions. Cette possibilité offre aux développeurs l'opportunité de devenir des bâtisseurs d'un nouveau monde régi par l'écriture de lignes de code. Ok. Le Z3. Hop. Alors, Z3 de 1941. C'est un truc qui est énorme. Alors, taille. L'ordinateur Z3 mesurait la taille de plusieurs grandes armoires murales et pesait environ 1 tonne et contenait 2000 à 2600 relais électromécaniques. Ok. 2000 à 2200 à 2600 relais téléphoniques. Mémoire interne 64 mots ou 22 bits. Ok. C'est hyper intéressant. C'est mon taf. C'est ton taf de débugger? Oui, alors là, on a retrouvé une fourmi et puis un cafard et puis un petit lapin et on a une famille de furets du coup qui a décidé. Ah, j'imagine même pas tout ce que c'est. Non. Alors, tac. Calculateur à relais électromécanique. Là, on est bon. Le Z3 fut achevé à Berlin. Conception et développement. Un truc qui bip. Je crois que c'est la. Je viens de recevoir un texto, je crois que c'est la livraison Amazon. Moi, je dis ça, je dis rien. Mais je viens de recevoir un texto en disant il y a une. Attention, le livreur va arriver, machin truc et tout. C'est peut-être son camion hein, qui. Alors. Coucou le liange, comment ça va? On essaye de comprendre les composants des ordinateurs. On est sur le premier Z3 qui a été créé en 1941. Tac.
Et au milieu de tout ça, il y a un développeur qui fait des blagues que je comprends pas sur le code binaire. Voilà. Ça va les pompiers? T'inquiète, ça a été jeté par-dessus la haie. On vous a dit que le portail, il était bleu. Dommage, on est en appartement. Ouais, ouais. Il pourrait jeter par la fenêtre, au moins il y a que 2 étages, mais tellement. Et ensuite, on a l'ENIAC. L'ENIAC fut terminé après la guerre. Il s'agissait du premier ordinateur électronique conçu spécifiquement comme Turing complet. Il utilisait des tubes à vide en guise de commutateur, alors que le Z3 utilisait encore des relais électromécaniques. En revanche, ils utilisaient un système décimal jusqu'en 1948. Pour le programmer, il fallait changer de nombreuses connexions par câble. Eh bien écoute, ça va. J'essaye de comprendre le fonctionnement des composants d'ordinateur. Donc là, on est encore sur l'histoire. Et là, ma question, c'est en gros la différence entre un tube à vide et les relais électromécaniques. Je vais demander. Tube à vide, on avait vu. Et relais électromécanique. On est bon. Ok, donc dans les premiers calculateurs et ordinateurs, les tubes à vide et les relais électromécaniques ont pu remplir une fonction similaire. Agir comme des interrupteurs représentant notamment les états binaires 0 et 1. Mais ils fonctionnent très différemment. Un relais électromécanique, c'est un interrupteur qui bouge physiquement. Le relais contient une bobine électromagnétique et les contacts métalliques mobiles. Quand un courant traverse la bobine, elle crée un champ magnétique. Celui-ci attire mécaniquement une pièce métallique. Le contact s'ouvre ou se ferme. D'où le nom relais électromécanique. On peut ainsi coder 2 états, contact ouvert, contact fermé. Donc ouvert, on est sur 0, fermé, on est sur 1, ou l'inverse. Son gros problème est qu'une pièce doit physiquement bouger à chaque commutation. Il est donc relativement lent, fait parfois un petit clic, et ses contacts finissent par s'user. Le tube à vide, plus de pièces mécaniques à déplacer. Le tube à vide, c'est une ampoule contenant des électrodes dans laquelle on a retiré presque tout l'air. En contrôlant électriquement le déplacement des électrons entre les électrodes, on peut contrôler le passage du courant. Ah, mais c'est ce qu'on avait vu. C'était le truc sur la triode. La triode avec la petite grille, avec le contrôle du passage des électrons, qui permet d'amplifier ou pas. Faut que je vérifie que je suis pas en train de dire des conneries. Bonjour Kéliane Lebeau, bienvenue sur le live. Donc, le tube à vide, tac, le courant passe, on est sur 1, et quand il passe pas, on est sur 0, ou inversement. Camille. Et demain, attends. Et demain, Caro nous parlera des kilobits, couramment. Qubits, je connais pas qubits. Ah oui, c'est pas K, c'est Q. Ah putain, non, me parlez pas de quantique. Au maximum, je peux vous expliquer le chat de Schrödinger, qui est moitié là, moitié pas là. Il est moitié vivant, il est moitié mort jusqu'à ce qu'on ouvre. Et du coup, est-ce que ce serait pas, et c'est ce que j'ai dit, et la blague à la con que j'ai faite, est-ce que ce serait pas l'introduction du multivers? Hein? Voilà. T'avais pas un truc à faire à bouffer, toi? Pas à la farine de pois chiche cette fois. Ça va. On en était où? On en était que... Alors, attends, faut que je sois sur une autre page internet. Triode, qu'on avait vu sur un live. Et tube à vide. Une triode est un type précis de tube à vide qui possède 3 éléments. Alors que le tube à vide est le nom général pour toute ampoule étanche dont l'air a été retiré pour laisser circuler les électrons. Je ne dis pas de conneries, je fais les liens entre les deux. Je suis tellement fière de moi, vous n'avez pas idée. Je commence un petit peu à mieux comprendre. Mais ici, voilà quoi. Ok. Donc,
on en était où? Conception de l'ordinateur, comparaison des autres travaux. Le Z3. Mais non, mais moi je trouve ça super intéressant. C'est juste que je m'y perds parce que c'est quand même un petit peu l'enfer à comprendre. J'ai pas tout. Ok. Donc la triade, on l'avait fait. Les tubes à vide, on était bon. Il faut que je retrouve la bonne page internet. J'en ai 50 milliards qui sont ouverts. Je crois qu'on était sur... Ouais, histoire des ordinateurs, on avait terminé. On est sur le site d'Epitech et on était sur comment le Z3 avait transformé l'histoire de l'informatique. Ça, on l'avait fait aussi. Ok. Excusez-moi, je retrouve je retombe sur mes pattes. En fait, le Z3, il a quand même été construit parce qu'il y a un mec qui avait envie d'avoir la flemme de faire les calculs et il voulait aider. À la base, hein, c'est ça. Où est-ce qu'on est? Tac. Le Z3, le Z1, les ordinateurs. Ok. Eh bien, écoutez, je retombe pas sur mes pieds. On va aller directement sur les composants d'un ordinateur. Ok, je suis sur le site Wikilibre, sur le fonctionnement d'un ordinateur. Ok, là on est bon, là on est bon. Parfait. Ok, là je suis sur un site, donc le... Hop, allez. Un ordinateur n'est pas qu'un amoncellement de circuits et est organisé de manière bien précise. Il est structuré autour de 3 circuits principaux. Le processeur, qui manipule l'information et donne un résultat. Une mémoire, qui mémorise les données et les manipule. Et les entrées-sorties, qui permettent à l'ordinateur de communiquer avec l'extérieur. Dans un premier temps, il y a l'entrée qui est le codage de l'information, l'unité de traitement. Et ensuite, ça va aller faire des allers-retours vers la mémoire pour le stockage de l'information. Et la sortie, le décodage du résultat. Pour faire simple, le processeur est un circuit qui s'occupe de faire des calculs. Ok, là il y a trop de digressions, rien des sauts dans la salle, je rappelle que machin, j'aime pas ce site, j'aime pas cette lecture. Ok, allez, les composants d'un ordinateur. Je pense que je vais avoir besoin du modo pour ça. Alors attends, quels sont les composants d'un ordinateur et leur rôle? C'est là où on peut vraiment aller dans tous les sens. Un ordinateur se compose principalement de la carte mère, du processeur, de la mémoire vive. Oh, ok, moi j'ai besoin d'un truc. Les composants de l'ordinateur pour les nuls. Faut qu'on le prenne. Je pense qu'il va falloir qu'on aille à la médiathèque pour que je comprenne un petit peu mieux comment ça fonctionne. Alors, on va repartir. J'ai quand même préparé, j'avais plein d'autres sites sur le fonctionnement. En 46, on a l'ENIAC. Jusque-là, il n'y a pas de souci. On a eu le Z3. Pas de problème. Puis sur l'histoire, hop, on a le Marque 1 dans les années 50. Ok. Alors, si je vais sur les premiers ordinateurs, non, je ne veux pas aller sur Statistiques du Canada. Les composants. Alors, allez, comment fonctionne un ordinateur? Les composants. Un ordinateur fonctionne en transformant les signaux électriques à travers
matériel piloté par des programmes. Le matériel, c'est la partie hardware et les programmes, c'est la partie software. Les composants principaux incluent le processeur, qu'on appelle CPU, la mémoire vive, la RAM, et le disque de stockage, SSD ou HDD, tous reliés par la carte mère. Là, ça fait une liste des composants essentiels et de leur rôle. On a le processeur, qui est le CPU, le cerveau de la machine. Il lit les instructions, fait les calculs et donne les ordres aux autres parties. La mémoire vive, la RAM, la mémoire à court terme, elle garde de façon temporaire les données de programme ou des jeux ouverts pour que le processeur y accède très vite. Le stockage, SSD ou HDD, la mémoire à long terme. Il garde tous vos fichiers, photos, logiciels, même quand l'ordinateur est éteint. Oh, merci. Tac, tac, tac. Même quand l'ordinateur est éteint, le SSD est beaucoup plus rapide que le disque dur classique, le HDD. La carte mère. Le grand circuit imprimé qui relie tous les éléments entre eux pour qu'ils puissent se parler grâce à des chemins électriques. La carte graphique, GPU, qui s'occupe d'afficher les images, les vidéos et les jeux sur l'écran pour libérer le processeur. On a l'alimentation qui transforme le courant de la prise murale en une énergie adaptée pour chaque composant et le ventilateur qui évacue la chaleur pour éviter que les pièces ne chauffent trop et s'abîment. Comment fonctionne l'ordinateur au quotidien? Jusque-là, c'est très clair pour moi. Très bien expliqué, c'est tranquille, c'est très simplifié. Comment l'ordinateur fonctionne au quotidien? Le démarrage, quand on allume le PC, le système lance un programme de base, le BIOS, qui vérifie le matériel et charge le système d'exploitation. Ok. Est-ce que c'est pas le moment où je te mets un micro parce que j'ai 1 milliard de questions? Ouais, vas-y, tu te démutes. Ils viennent de te parler du BIOS. Et le BIOS veut dire. Alors attends, c'est pas tant. Oui, si, vas-y, dis-moi ce que ça veut dire le Oui, BIOS. le BIOS, c'était juste pour intervenir vite fait sur le BIOS. Le BIOS, Ouais, ça veut dire Base Input and Output System. d'accord. Ok. En gros, quand on est sur le démarrage, le BIOS qui vérifie le matériel et charge le système d'exploitation. En gros, si on reprend parce que le modo, il m'avait pris une comparaison qui m'avait vraiment aidé en fait sur le fonctionnement des ordinateurs. Ça fait un moment qu'on en parle et donc à chaque fois, il me donne plein de petites informations pour que j'intègre. Et il m'avait expliqué le fonctionnement des ordinateurs comme une entreprise. Tu vois, une entreprise avec des stocks, avec des choses comme ça. Et du coup, ça avait été très facile. Et si on reprend un ordinateur et si on reprend la comparaison à une entreprise, en gros, le BIOS, c'est celui qui vérifie que tout potentiellement peut fonctionner. Donc c'est un petit peu le mec qui vient ouvrir les portes de l'entreprise et allumer les lumières et juste qui vérifie qu'il n'y a rien qui est pété et qu'il n'y a pas de fuite d'eau. Oui, il va faire ça. Et on peut aussi l'assimiler au contremaître qui va donner les ordres, qui va dire vous allez travailler à telle vitesse, vous allez faire ça, tout fonctionne bien, on coordonne, ok, c'est super. Aujourd'hui, on lance ça. Ça donne déjà des ordres? Oui, parce que c'est lui qui va donner l'ordre Merci Floxy de pour le lancer follow. et d'ouvrir un système d'exploitation. Donc c'est lui qui va lancer Windows. D'accord. Et en fait, si tu arrêtes le démarrage de ton ordinateur au BIOS, parce que tu peux toi Oui, y avoir accès, oui, tu peux choisir sur quel disque dur démarrer, donc potentiellement choisir différentes versions Windows. Les personnes qui ont Windows sur leur Mac, oui. c'est le BIOS en fait qui va déterminer si ça va démarrer sur macOS ou sur Windows. Ok, ok. Et le BIOS en fait donne aussi les ordres de vitesse de rotation des ventilateurs D'accord. en fonction de la température qu'il Ok, reçoit. C'est lui qui va recevoir les températures et qui va gérer la vitesse des ventilateurs et ainsi de suite. ok. Tu me l'avais comparé à un contremaître? Un contremaître. Ok, le BIOS, c'est le contremaître. Ok, ok, c'est clair. Merci. Tac. L'action, quand vous lancez une application, elle passe du stockage vers la mémoire vive. Donc du SSD à la RAM. Le processeur CPU utilise alors cette mémoire vive pour exécuter les actions voulues. Ok, alors, je pense qu'il me faut un schéma. Carte graphique. Schéma composant d'ordinateur.
Ok, donc il y a la carte mère, le CPU. Est-ce que j'ai un schéma? Je pense qu'il va falloir qu'on reprenne. Alors là, vous allez voir la comparaison qu'il va utiliser. Juste avant, je vais juste faire une micro-pause pour aller faire pipi. Et on va vulgariser les composants d'ordinateur. Normalement, là, c'est bon. On m'entend. Alors, tac. Si on est sur les composants des ordinateurs. Tac. Donc le hardware qui est la partie matérielle et le software qui est la partie logicielle. Donc en gros, les composants, moi je voulais passer de l'extérieur à l'intérieur, comprendre ce qu'il y avait comme composants, que ce soit l'écran, les machins, le clavier, les trucs comme ça, avant de rentrer vraiment dans la manière dont ça communique et ce genre de choses. Ok. T'es dispo? T'es OP? Allez, parfait. Si je prends les petites composantes, on va avoir donc tout ce qui est disque dur, souris, clavier, unité centrale, carte mère, ventilateur, processeur, RAM, carte graphique et écran. Quand tu allumes ton ordinateur, tu as l'électricité qui passe, ça on a vu l'origine de l'électricité, il n'y a pas de souci. Ça va mettre en route les composants et ça va démarrer sur le BIOS. J'ai bien compris. Et ce BIOS, c'est notre fameux contremaître. Et le contremaître, c'est lui qui va ouvrir les portes, mettre les lumières et dire quoi va démarrer sur tel disque, va être sur tel système d'exploitation. En gros, qui va donner le rythme de la musique. Sur quelle musique l'ordinateur va se jouer. Ça va comme... Ok, c'est lui qui va mettre la musique d'ambiance. Et dire, bah, quand on écoute cette musique, on bosse de telle manière. Ok. Ça, jusque-là, c'est clair. Et il y a quoi après? Alors, attends. Donc là, on a les composants. Pour moi, la RAM... Attends, tu m'avais... Je suis en train de piocher dans ma mémoire, mais en fait, c'est bien parce que ça fait vraiment bosser ma mémoire. Et vu que j'ai des problèmes de mémoire, ça chauffe tellement fort dans mon cerveau. En gros, on avait comparé la RAM avec le SSD. Le SSD qui est le disque dur. C'est ça, le SSD? Ok, on avait comparé ça. On avait comparé à une entreprise et en gros, avec des informations qui étaient dans les stocks ou qui étaient sur une étagère. Et on avait comparé la RAM à l'étagère et le SSD au disque dur. Sur l'étagère, c'est plus facile d'accès. Et si on passe par le disque dur, potentiellement, on a un entre-deux, une Martine de la compta qui te dit que tu n'as pas le bon de commande. Tu n'as pas bien écrit le bon de commande, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, c'est la. Alors, tu vas avoir SSD et disque dur qui ont le même travail, qui est juste de stocker les informations. Attends, stop. C'est quoi la différence? Pour moi, un SSD et un disque dur, c'est deux trucs différents? Il y a deux technologies différentes en fait quand on parle de SSD ou de HDD. Quand on parle de disque dur, souvent Oui. on parle de HDD. Oui.
et il y a les SSD. C'est deux technologies différentes. D'accord. Le disque dur, HDD, c'est physiquement un disque sur lequel il y a des gravures qui sont faites. Oui. Le SSD, c'est un stockage plutôt numérique, ça veut Oui. dire Solid State Drive. Oui. Donc c'est plus comme tes cartes SD, l'information elle est stockée dans une petite puce. Ok. Le SSD est très rapide, le disque dur, le HDD est lent. D'accord. Ça, dans l'entreprise, c'est tes stocks, c'est tes entrepôts. Ok. C'est tes entrepôts avec tes stocks. Dans l'idée, le HDD, on va dire que t'as Didier, ça fait 40 ans qu'il bosse dans la boîte, 40 ans qu'il Ok. demande une promotion, qu'il Ok. l'a pas eu, il en a ras les roubignoles, et du coup il travaille à 2 à l'heure. Ok. Le SSD, t'as C'est Jimmy qui veut une augmentation, c'est ça? Jimmy qui veut une augmentation et qui veut prouver que c'est le meilleur, du coup il va tout de berzingue et il travaille super vite. Jimmy et sa promo. Ok, donc le HDD était disque dur et c'est Didier qui est lent. Et le SSD, c'est numérique et c'est une puce. Et c'est Jimmy qui veut une promotion. Ouais. Ok. Voilà. Ok. Ensuite, l'information elle va remonter dans la RAM. La RAM, c'est un stockage qui est temporaire, ce qui veut dire que quand tu vas éteindre ton ordinateur, la RAM sera effacée, il n'y aura plus rien dedans. Et donc la RAM, c'est la petite étagère La RAM, c'est tout ce que de le mec sécurité? il va se sortir pour bosser. Si Ok. je te prends, je vais te prendre l'exemple de... Attends, je regarde ce qu'il a mis. Le HDD, c'est le bras mécanique qui récupère les produits dans les racks. Le SSD, c'est un logiciel. Attends. Où sont Parce que les tu le lis choses à super l'instant vite. T. Non, alors, Vas-y. soit tu le lis pleinement, soit tu ne le lis pas. Mais tu le lis pas à moitié comme tu viens de faire, parce que Pardon. j'ai rien compris. Le HDD, c'est le bras mécanique qui récupère les produits dans les racks. Et le SDD, c'est un logiciel qui dit où sont les choses à l'instant T. Le HDD, c'est le bras mécanique qui récupère les produits dans les racks. Le SSD, c'est un logiciel qui dit où sont les choses à l'instant T. Je comprends ce que tu veux dire. Je comprends. Le HDD, c'est mécanique, donc plus lent, et le SSD, qui est logiciel, qui permet de transférer des données plus rapides. Ok, merci Smash. Ok. Là, on est sorti. Oui, là on est sorti de l'analogie. J'ai besoin de comprendre l'analogie, mais du coup, vu que j'ai compris l'analogie, j'ai compris ce que voulait dire Smash. Ok. Pour la RAM, si on veut imager, je vais te prendre l'image de ton bureau où tu fais de l'aquarelle. Oui. C'est tout ce que tu vas sortir sur ton bureau pour faire les tâches sur lesquelles tu vas te mettre. Oui. Admettons, tu veux te mettre à faire de l'aquarelle, tu vas Ouais. sortir ta peinture, tes pinceaux, ton papier, de l'eau, et ainsi de suite. Oui. Et tu vas le mettre sur ton bureau. Oui. Si tu veux faire, admettons, dans le même temps, tu veux faire des ongles, tu vas sortir les vernis, la lampe à UV, et ainsi de suite. Et tu vas tout garder sur le bureau pour y avoir accès très rapidement. Oui. Ça, c'est ta RAM. Quand tu ouvres Google Chrome, il a besoin de certaines informations pour tourner qui vont être stockées sur la RAM. Oui. Si tu ouvres en même temps là OBS pour streamer, OBS a besoin d'informations qui vont être stockées sur la RAM pour y avoir accès très rapidement. D'accord. Parce que la RAM, comme c'est juste là, très rapide, ça te permet de faire tourner vite. Si tu devais aller chercher à chaque fois, toi, ta peinture dans le rangement, dans le tiroir, ton pinceau dans le tiroir et ainsi de suite. Trop long, flemme. Trop long, flemme, et ça finit par te prendre 4 heures là où ça aurait dû te prendre 10 minutes. Là où, si ça s'éteint, il n'y a plus rien dans la RAM. Voilà. À l'inverse de mon bureau, les petits lutins de la forêt, ils vont pas ranger mon bureau. Voilà. Ok. Dans l'ordinateur, il y a les petits lutins qui re-rangent tout à la fin quand tu as fini d'utiliser un truc. Ok. Très belle analogie. Ce qui nous emmène ensuite au processeur. Ok. Le processeur, c'est l'ouvrier. C'est celui qui fait le travail. D'accord. Il a tout d'accessible dans la RAM. Oui. Et maintenant, lui, il a le travail à faire. Ok. Donc quand tu cliques quelque part, lui, il va faire le travail d'analyser où était placée la souris. Si tu as cliqué une fois, si tu as cliqué 2 fois, suffisamment rapide pour que ce soit un double clic. Ok, il y a eu un double clic, ça veut dire qu'il faut faire telle action. Donc ça va l'emmener à faire quelque chose, et ainsi de suite. Et c'est lui qui fait tous les calculs, c'est lui qui bosse. Ok, petite pause. Et la mémoire virtuelle, swap, on n'y est pas encore. Là, on passe du général, on essaye de me faire des analogies pour que je comprenne, et après, on y va. Après, si tu veux rigoler, tu peux faire des blagues sur le binaire.
Avec Anne Wouzian et Darker Than Black, j'y suis pas encore, bientôt je comprendrai toutes les blagues. Moi j'aurais dit c'est plus l'ingénieur que l'ouvrier. Alors attends. Le processeur, c'est hardware ou software? Hardware. Ok. Pourquoi? Parce que ton processeur, il est purement physique. Ton processeur, c'est ce qu'on a regardé la vidéo d'Yvan qu'on a regardé. Ah oui, elle était trop bien. Toutes les puces qui sont fabriquées sur des les galettes, tout ça, c'est des puces. En fait, le processeur, c'est juste une puce. C'est juste que on l'appelle processeur parce que c'est à destination d'ordinateur. D'accord. Mais globalement, c'est juste une grosse puce. C'est la même procédé dans l'idée que les puces que tu as dans ton smartphone, que tu as un peu partout. Ok. C'est une puce. D'accord. Merci Smash. Ok. Hardware, tu peux le frapper, le software, non. Merci à Irish Coffee. Le processeur, c'est l'équivalent du cerveau chez les humains. Et merci pour le follow Camp Me. Le processeur, c'est l'équivalent du cerveau chez les humains. D'accord. Ok. Je pense que j'ai compris. Le processeur, il décide et il fait, ou juste il décide? Le processeur, on peut peut-être Il donne les s'arrêter à ordres. dire que le processeur donne les ordres parce qu'après, D'accord. le processeur va faire les calculs. Oui. Mais globalement, ce qui va en ressortir, ça va ressortir à l'image. Dans certains ordinateurs, c'est le processeur qui gère l'image, donc il Ouais. fait. Ok. Il décide et donne les ordres aux autres organes. Ok. On est sur une analogie d'entreprise et à Irish Coffee, je vois bien l'analogie que tu fais par rapport au cœur humain. Du coup, j'aime bien d'avoir plusieurs comparaisons. En réalité, on parle de moins en moins de processeurs, mais de SoC et de NPU. SoC, SoC, NPU. Trop technique? Trop technique. Oui, parce que NPU, c'est un nouveau type de puce Ah oui, non, oui, qui est utilisé essentiellement dans l'IA. Et c'est Google, je crois, qui se base énormément sur les NPU. Enfin, non. Oui, non, Voilà. faut pas aller là-dedans. Donc, tu Moi, vois, on je arrive vais dans un mettre des... bordel qui non, est non, tout non, non, autre. On les va gars, rester sur la base, on va rester sur les j'essaye de processeurs qui comprendre ce étaient qui se utilisés il passe y a quand 20 ans. j'appuie sur le bouton. Bon, après, c'est pas recommandé. Si tu cognes ton hardware, il va pas aimer. Ça dépend sur qui je le cogne et s'il m'a vraiment énervé ou pas. Ok, donc le processeur. Entre le BIOS et le processeur, qui passe au-dessus? C'est le BIOS qui allume le processeur? C'est le BIOS qui dit à quel rythme va tourner le processeur? Oui. Ok. Donc le BIOS, il joue la musique et le processeur, il fait sa vie au rythme de la musique. Oui. Ok, et il donne les ordres. Doucement avec nous. Mais oui. Morgane, est-ce que tu arrives à comprendre comme moi ou il y a des trucs, c'est un peu chaud patate? Bon, après, c'est par comme. Ouais, ok. Donc, t'allumes. C'est le BIOS, c'est le contremaître. Le BIOS, il a une pile. Et attention, le processeur, c'est l'esclave. L'ouvrier est. Alors, attendez, parce que moi, on m'a dit que le processeur, c'était aussi l'ingénieur. Au dernier. L'esclave, l'ouvrier, on peut encore trouver des comparaisons avec le petit stagiaire qui n'est pas payé. Hein, jusque-là, c'est bon. Donc, on allume. Le BIOS, c'est le contremaître. Il dit, aujourd'hui, ça va se jouer à ce rythme-là. C'est lui qui donne la musique. Qui va venir dire, ok, on s'allume, on va aller sur telle composante, telle vitesse, quel système, machin. Si on passe sur OS, sur Windows, ok, ça, jusque-là, il n'y a pas de souci. On va avoir le SSD, qui est numérique, qui va être quelque chose qui va être très rapide, qui va être sur du software. Et on va avoir le HDD, qui est le disque dur, qui est très lent, qui est Didier, 40 ans, qui fait partie des murs. À l'inverse, où le SSD, on est sur
Jimmy qui veut une, une promotion. Et à l'inverse, le HDD est hardware. Hardware? Ouais, ok. Ça nous emmène sur la RAM qui est ce qu'il y a sur l'étagère. Donc c'est-à-dire ce que je vais mettre sur mon bureau quand je vais avoir besoin de conduire. Enfin de peindre. Merci pour le follow, Larsen Larsen. Et on va avoir, une fois qu'on a notre RAM, on va aller sur le processeur. La RAM va être utilisée pour l'allumage, ouvrir Google Chrome, ouvrir OBS. Quand on éteint l'ordinateur, il n'y a plus rien dans la RAM. Tout est rangé à sa place par les petits lutins de la forêt. Et ensuite, on va aller sur le processeur. Le processeur qui va être à la bonne musique, parce que c'est le BIOS qui a décidé de la musique, et lui, il va décider et donner les ordres. Il fait quand Il même un fait peu quand des même trucs. tous les calculs, donc Ouais. ça reste quand même un calculateur. Son but, c'est de calculer avec toutes les informations qu'on lui donne, c'est de faire des calculs, quoi. C'est ça. Alors, le système d'exploitation et les programmes dirigent, le processeur exécute leurs instructions. Le système d'exploitation et les programmes dirigent. Ok. Ok. Par contre, ce qui n'est pas logique, c'est plus on a de RAM, moins on rame. On peut lancer le jingle blague de bouffe. Je valide, je valide. Je valide et j'ai compris la blague. Même si, au démarrage de l'ordinateur, avoir plus de RAM parfois peut rallonger le temps de démarrage d'un ordinateur. Ouais, mais là, on pinaille, on pinaille, on pinaille. Si on a dit que n'est PU, n'est PCU, je sais pas quoi, là, c'était trop... Mais avec une Attention. analogie facile, tu peux comprendre pourquoi. Le contremaître a plus de choses à vérifier. Si tu as plus de RAM, le contremaître a plus de choses à vérifier. Donc, des fois, ça va mettre plus de temps à démarrer si tu as plus de matériel, juste parce que le contremaître a plus de taf à faire. Ok. Ouais. D'accord. Ok. Est-ce que c'est le moment où je vous fais faire des bons, où je vous dis que pendant 2 mois, il a fallu que je réponde à des appels sur les gens qui avaient des problèmes avec leur Mac, que j'ai été formée pendant 3 semaines complètes pour gérer les pannes au démarrage des Mac, et j'ai dit, les gars, j'y connais que dalle, j'ai pas d'études dans l'informatique. Vous êtes mignons, mais moi, je m'occupais des iPhones. Je répondais quand il y avait un problème, ils m'ont foutu sur les Mac. Bon, j'ai pris 2 appels et ils se sont rendus compte qu'il fallait que je change de taf. Le HDD, le SDD et le NVMe, c'est tous les 3 des technos de disque dur, donc du hardware. Attends, c'est quoi la différence entre SSD et SDD? C'est une faute de frappe ou c'est le NVMe, Oui, j'ai déjà entendu. oui, SDD, c'est Ouais, d'accord. une faute de C'est une frappe. faute de frappe. Donc oui, HDD, SSD et NVMe, c'est du hardware. C'est juste que comme le SSD et le NVMe, tu es sur un stockage tout numérique, ça va plus On vite a parce que choisi une c'est géré analogie par qui du était plus simple logiciel. à comprendre pour Voilà. moi. Ok. NVMe, c'est globalement un SSD encore plus rapide qu'un autre type de SSD. D'accord. NVMe, c'est SSD. C'est juste globalement... Si Et c'est on du hardware. caricature très fort, c'est juste un autre type de branchement de SSD. Ça veut dire que sur du hardware, en fonction de la panne, tout couvert que toutes les planètes s'alignent, potentiellement si l'ordinateur ne fonctionne plus, je peux récupérer le composant physique pour essayer de récupérer les données? Oui, globalement, sur un Ouais. si tu as un SSD qui meurt, typiquement, si tu prends mon SSD qui est mort, Oui. au vu des problématiques que j'avais, c'était très probablement, je crois que c'est le contrôleur Fison. Oui. Donc en gros, tu as les puces qui stockent les données, Oui. et tu as une puce qui est là pour faire le lien entre l'ordinateur, la carte mère, et les stockages. On n'a pas parlé de la carte mère. Ok. On fait une pause. Attends. Ok, on oublie la On carte n'a mère pas parlé de Big Mama. on oublie la carte mère parce que la carte mère, c'est juste une base. Ok. En gros, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le processeur en lui-même, il va pas réussir à lire les données qu'il y a sur les puces de stockage du SSD. Oui. Donc il y a une petite puce entre les deux qui, elle, est capable, avec un micro-logiciel dedans, De faire le lien entre les deux? de faire le lien et de donner au processeur ce qu'il demande. Ok. Cette puce-là, moi, était morte, Ouais. et donc me permettait plus d'utiliser le SSD. Et du coup, il n'y avait pas de lien entre les deux. Mais en revanche, quelqu'un de très calé en informatique, qui aurait sous la main un contrôleur Fison, s'il dessoude la puce et qu'il ressoude un Ok. nouveau contrôleur, peut récupérer le SSD. Ok. Ça, c'est clair.
D'ailleurs, pour la petite histoire, le stockage Liena a d'énormes armoires de... Attends, Liena a... Lina. Iena, c'est quoi? Iena. Stockage Liena. Nation... Ouais, ouais, c'est possible. Ils ont des énormes armoires avec des disques durs à bande. Ça coûte moins cher dans le temps et plus long. Donc, pour avoir accès à une vidéo, tu peux demander, il faut attendre qu'un robot change le disque. Mais non, Iena. Attends, Iena. Sérieux? En 2022, on était à 22 millions d'heures de programmes qui sont stockés. Mais non. Attends, la carte mère, on va y arriver, Morgane. Il n'y a que Morgane qui suit. En fait, au final, tu vois, il y a plus de 60 personnes sur le live, mais il n'y a que Morgane et moi qui avons besoin de comprendre les trucs. T'inquiète, je suis avec toi, Morgane. Les entreprises utilisent des VHS pour faire des sauvegardes de sauvegarde. Eh, oui, oui, bah oui. Bonjour, Mono. Allez, merci pour le follow, Chev. Ok, on était sur le processeur qui décide, donne des ordres, fait quand même un peu des calculs. Donc, l'ingénieur ou... ok, jusque-là, il n'y a pas de souci. Ensuite, on va où? On va prendre la carte mère, c'est quand même... On aurait presque dû Oui. commencer par elle. Oui, La mais c'est ca- pas elle qui bosse au début. En fait, le BIOS est stocké sur la carte mère. D'accord, Parce que ta carte mère, c'est ta base. Ta carte mère relie absolument tous tes hardware entre eux. Donc la carte mère, c'est elle qui va faire le lien entre le processeur, la RAM, le SSD, le HDD et tout ce que tu peux avoir. et en comparaison avec l'entreprise, ce serait... En comparaison avec l'entreprise, on peut presque dire que c'est le terrain avec tous les bâtiments, toutes les routes et ainsi de suite. D'accord, La carte mère, quand tu achètes une carte mère, tu as déjà l'emplacement pour le processeur. d'accord. Donc c'est un peu comme si tu avais le bâtiment pour le processeur. Le processeur n'est pas là, donc il faut faire rentrer l'ouvrier dedans. Est-ce que ce serait la plaque de Lego sur laquelle on va tout mettre au bon endroit? La carte mère? Ouais, dans l'idée, c'est ça. Ok, Sauf qu'elle a déjà tous ces emplacements qui sont faits, elle a déjà toutes les routes qui sont construites, tous les bâtiments qui sont construits, elle a déjà toutes les entrées. Les ports USB sont connectés à ta carte mère. Donc quand tu branches ta souris sur ton ordinateur, sur ton port USB, déjà en fait, connecté à la carte mère? c'est connecté directement à la carte mère. Et c'est la carte mère qui va faire transiter l'information du port Parle USB. plus lentement, j'essaye de suivre, Pardon. mais j'essaye de l'intégrer à mon cerveau. Alors, attends, on fait une pause, on regarde ce qu'il y a dans le chat. Parce que plus tu parles vite, et plus je suis en mode, oh putain, tu sais, je suis en train d'empiler les bouquins et ça veut plus. Alors, attendez, petite pause de chat. Attends, qu'est-ce que j'ai vu, moi? Hop. Oup. Mach qui dit à Morgane, tu vas pouvoir faire un live pour ta commu pour nous expliquer alors. Morgane, prépare-toi sur ton prochain live, tu vas avoir Smash qui va dire, et le processeur, ça sert à quoi? Alors. Mais la carte mère, voilà, la question c'est, la carte mère, elle fait pas le lien qu'avec le hardware où il y a tout le reste. Ça, tu prends l'info, je continue de lire le chat. Donc l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel. Ok, je savais pas. Hop, les entreprises. Tiens, tiens. Et moi, je veux savoir, Morgane. Morgane, elle a dit que c'était easy. Tu streams ce soir? Pour ceux qui connaissent pas. Attends, je sais faire les dédicaces. Attends, je ferai après. Je lis le chat et après, je refais une dédicace à Morgane. Putain, il y a tout mon cerveau. Mon cerveau est en train de cramer. On va pas tarder. On va faire ça. Et après, on mettra pas plus d'informations. D'où l'importance de bien choisir sa carte mère. Il n'y a pas de problème. Chebaïchev qui fait un coucou. Chebichev. Chiv, pardon, désolé. Les prononciations de pseudo, j'ai du mal. Je suis vraiment désolée. Alors, la carte mère, c'est la grande carte qui relie tous les composants de l'ordinateur entre eux, un peu des autoroutes de l'information dans le PC. Donc ça, c'est ce que j'avais compris, c'est ce que j'avais comparé avec la plaque, c'est ça, la plaque de Lego. La carte mère qui serait le bâtiment avec l'emplacement et les trucs comme ça où tout peut fonctionner et c'est obligatoire. Note de port USB, nombre de ports de RAM, chipset du processeur. Je crois que ça doit être processeur. C'est quoi chipset? Oui, donc proc, c'est bien processeur. Chipset, en fait, les processeurs évoluent et J'ai pas fini de lire tout le chat. Est-ce que c'est une explication qui est rapide ou pas?
On va faire vite. Ok. Tes processeurs, ils changent globalement de forme. Oui. Et donc, en fait, une carte mère peut prendre un certain type de processeur, mais pas tous les Ah processeurs. oui, d'accord. Oui, ça c'est bon, c'est clair. Ok. KBZ qui dit peut-être regarder une image de carte mère aiderait effectivement carte mère. Je pense que je sais à quoi ça ressemble. Oui, c'est bon. Carte mère, c'est le truc vert ou gris. Maintenant, on en fait toutes les couleurs, mais Ah, de mais oui, base, il y a oui, plein de c'était vert. couleurs. Pardon, fallait que je la fasse. Ok. Chipset, c'est le type de puce. Non, c'est pour la RAM, les chipsets. Morgane, tu as tellement plus d'informations que moi dans le processeur. Ok. On met en pause. Coucou, Karl Pays Vasco. Regarde une photo de carte mère, tu vas mieux comprendre. Ouais, ça c'est bon, j'avais compris. Donc, la carte mère. C'est l'emplacement, en gros ma grille de Lego, c'est juste que c'est moins marrant parce que ça dit exactement où ça doit aller. Sur la carte mère, c'est là qu'on décide et tu as les ports USB qui sont directement connectés, les RAM, les machins et trucs comme ça. Ça veut dire que tu peux pas rajouter autant de RAM que tu veux. À un moment donné, ta carte mère, elle te dira va te faire enculer, j'en prends que 2. Ah, c'est ça. En fait, tu as physiquement, là, comme on est sur de Ouais, l'hardware, c'est d'un point de vue physique, ouais, tu as un certain nombre de branchements de RAM. oui, Sur les petites cartes mères, tu vas en avoir 2. oui, Sur les tailles un peu plus correctes, tu vas en avoir 4 la plupart du temps. oui. Et après, tu as les versions évoluées, tu vas pouvoir mettre 8 barrettes de RAM. Là, on arrive sur des trucs qui sont astronomiques. Ok. Morgane qui met c'est un peu ton village préconstruit, la carte mère, faut juste faire la déco. J'adore cette comparaison. C'est trop cool, merci. Ok. Alors, le chipset, je veux bien qu'on reprenne pour être sûr de comprendre. Le chipset, c'est un type de carte. Allez, on va regarder. Chipset. Un chipset est un ensemble de composants électroniques sur une carte mère qui gère les flux de données entre le processeur, la mémoire vive et les périphériques. Mémoire vive, c'est la RAM. Ok. Ok. Quel est le rôle d'un chipset? Le chipset d'un ordinateur est un circuit intégré qui prend en charge la communication entre les processeurs, la mémoire vive, le stockage et les autres périphériques. Donc là où le processeur, c'est le mec qui fait les calculs, qui donne les ordres, il fait des calculs, il donne les ordres. Le chipset, c'est celui qui permet... En gros, le chipset, c'est un petit peu les jambes de tout le monde et qui permet le flux d'informations. Ouais, c'est ça, le chipset, ça va être toutes les autoroutes qui permettent les communications entre les différentes parties, quoi. Ok. Non, le processeur, le proc. Malpoli, la carte mère. Par exemple, sur une carte mère, tu as souvent un chipset audio, un petit cerveau dédié à l'audio. J'ai un peu de mal à la compréhension du chipset. La carte mère, elle fait des calculs ou c'est vraiment juste du hardware de... Hmm, euh, comment on peut La carte le mère fait pas comparer? vraiment de calcul. Ouais, La carte mère supporte tout, connecte tout entre eux, fait toutes les connexions. Et puis après, sur la carte mère, tu vas avoir des petites puces d'accord. qui vont faire certains travaux. Et donc, je pense justement que ce qu'il parle, c'est ce chipset audio de Oui, mémoire rentre dans ce cadre. C'est une petite puce qui est juste dédiée à la gestion ok, de l'audio. ouais, Et donc, dès que tu vas brancher un truc sur ta carte mère, par exemple, toutes tes, tu vois, tes prises jack oui, et autres ouais. vont être reliées à cette puce qui gère l'audio avant de renvoyer l'information sur le processeur, je pense. Ok, Mais là, on commence à sortir de mon domaine de ouais. compétences. Alors, chipset, c'est la liaison entre le processeur et les composants liés à la carte mère. Ok, chip, puce. Merci pour la précision. Merci Scott pour le follow. Ok, Calpaïs, c'est en gros le chipset, c'est le... Attends. Le chipset et PCH, c'est le gestionnaire des sous-éléments. RAM, USB et différents ports. PCH, c'est quoi? On l'a pas... J'ai plus l'acronyme, mais c'est pareil, c'est des puces de de puce. gestion. Ok. Alors, attends. Il s'agit d'un ensemble de circuits électroniques intégrés qui gèrent les flux de données entre le processeur, la mémoire, la RAM, les périphériques. Ok. Alors, tout ce qui est matériel, c'est hardware. Donc, tout ce que tu peux toucher, c'est du hardware. Ouais.
Et DDR, double data rate. Ok, alors là, c'est en train de partir dans tous les sens. Et là, vous êtes tous en train de me perdre. Coucou Pugsley. T'arrives, c'est le bordel. La bonne définition, c'est un chipset, c'est un ensemble de puces qui organise les échanges entre les processeurs, la mémoire et les autres composants. Est-ce qu'on peut dire que le chipset, c'est la petite messagerie interne qui donne les informations? Ouais, je pense que tu peux C'est le un mettre petit, en analogie sur, ouais, c'est ça, ou peut-être petit un ouais. petit coordinateur d'action. Tu sais, le cordeau entre les différents services. D'accord, oui. Ok. Ok, ça c'est clair. Ok, donc on a la carte mère. Ça, c'est le petit village sur lequel on va faire les trucs. C'est complexe, mais les infos basiques sont plutôt simples. Ouais, c'est ça, c'est juste le temps que je les intègre, mais je trouve que ça va. Ça va. Ok. Là, le truc, c'est que souvent, vous rentrez vachement dans les détails et ça me perd. C'est le chef de chantier. Attends, c'est qui? De qui tu parles, Karl? C'est qui le chef de chantier? C'est le postier, le chipset. Je... Oui, c'est ça, moi, le chipset, je voyais ça comme le petit messenger interne à l'entreprise où on dit, bon, bah tiens, toi, tu fais ci, toi, tu fais ça. Ou alors, c'est l'assistant. Non, enfin, oui. Tu vois, dans les films, le petit stagiaire, là, qui a son petit chariot avec toutes les informations et qui balance les infos à tout le monde. Ça peut être une comparaison? Tu vois, Chipset, la poste, ouais. Karl Parivasco, il est sur chef de chantier. Je Ouais, pense que chef de chantier et coordinateur, ça colle un peu mieux ça parce colle qu'il y a mieux. un peu plus de prise de décision. Tu vois, c'est D'accord. pas simplement de la balance Ah oui, d'infos, mais d'accord. il y a un peu plus de prise de décision sur comment tu vas fonctionner et comment tu vas faire tourner les choses, je D'accord. pense. Et entre le chipset et le processeur? Le processeur va plus être l'unité de calcul qui va vraiment D'accord. faire le taf, qui va faire les calculs. Oui. Le chipset va plus, lui, du coup, recevoir les infos et les ordres du processeur sur il faut aller chercher ci ou ça, ou il faut D'accord. faire tel truc, pour Ouais. faire d'autres plus petits calculs que lui sait faire, ou faire le lien avec d'autres éléments Ouais. à Ok. côté. D'accord. C'est le gars avec les drapeaux dans les aéroports pour guider les avions. Là, c'est pareil pour les signaux. Pas Ok. mal. Ok, merci. Ça, c'est clair. Mais il fait pas grève. Oh, ça va, hein. Le processeur, c'est le cerveau qui fait les opérations avec des 1 et des 0. Ok. Ça, c'est bon, c'est clair. C'est super clair. C'est hyper intéressant. J'adore ça. Mais là, mon cerveau, il est en train de dire chaud patate, c'est compliqué. Ça fait combien de temps? 1h39. Ouais, c'est normal. C'est normal. Est-ce qu'on a d'autres composants? L'écran? Mais l'écran, c'est assez simple, en fait. Alors, on va rester, quand tu arrives sur écran, clavier, souris, on parle de périphérique. Oui. C'est des trucs, ton ordinateur en soi, il en a pas besoin de base pour fonctionner, c'est juste toi qu'on en a besoin pour interagir avec ton ordinateur. D'accord. Donc on parle de périphérique. Dans l'ordinateur, on va aller rapidement sur la carte graphique. Ouais. L- Attends, je lis le chat. Le processeur fait pas de calcul, il exécute des instructions. D'ailleurs, quand il veut faire des calculs, il demande à la carte graphique en général. Le processeur, c'est l'intello de la bande. Hmm. Bonne introduction à notre fameuse carte graphique. Merci Erwan. Ta carte graphique, c'est presque un mini ordinateur, dans le Oui. sens où elle a son propre, presque sa propre carte mère. Ouais. Avec dessus, tu as un processeur qui est collé, sauf que c'est un processeur spécifique qui est fort pour calculer des images. Oui. De la RAM qui est collée dessus. Oui. Et donc la petite carte mère et des ventilateurs spécifiques pour la refroidir, quand elle Oui. a besoin de ventilateurs pour la refroidir. Oui. Donc au final, ta carte graphique, c'est presque entre guillemets un mini ordinateur dans le sens où tu as un processeur, tu as de la RAM et tu as une petite carte mère que tu viens relier à la carte mère de ton PC. Et après, elle va chercher les infos elle aussi dans SSD et HDD. Ça y a pas de souci. Ok. D'accord. Voilà. Ça, c'est clair. Et son travail, c'est juste de calculer ce qui s'affiche à l'écran. Elle va juste calculer la couleur des pixels, en gros. Mais elle va En pas le retransmettre raccourci, parce que c'est l'écran qui va s'en occuper? c'est ça, c'est l'écran qui le retransmet, mais elle, en gros, elle calcule la couleur des pixels. De quelle couleur ce pixel à l'écran doit s'allumer à ce moment-là. Ok. En gros. Ok. Alors, il fait grève s'il n'y a pas assez de pâte thermique de ventilateur et que son salaire d'alimentation n'est pas suffisant. Ok.
C'est pas encore l'ordinateur comme dans Star Trek. Les gars qui disent actually avant de parler. J'adore. Quand Morgane, elle dit le processeur, c'est l'intello de la bande, t'as Nono qui dit c'est le gars qui dit actually avant de parler. Putain. Ok, et donc du coup, notre carte. Attends. Carte mère, c'est Big Mama. C'est la structure, le bâtiment, l'emplacement du bâtiment, les machins et trucs comme ça, il n'y a pas de souci. En comparaison, notre carte graphique, c'est... C'est presque un mini site à côté, mais genre très proche, qu'on est venu greffer Ouais. et qui a la gestion d'une seule tâche précise. C'est difficilement retranscriptible sur l'échelle d'une entreprise parce que t'as pas... C'est le service com qui rend tout ça tout beau. Ouais, dans l'idée, c'est presque ça. Ok. Ouais. Mais voilà, c'est le service qu'on est venu coller, qui a son propre site, son propre fonctionnement, il fonctionne tout seul. Ouais, sa RAM, son machin, son truc Il comme ça, son s'autogère, processeur. machin, à part pour les stocks, il va chercher dans les mêmes stocks, mais sinon il s'autogère. Et c'est eux qui disent j'ai pas envie de prendre en charge ce jeu, cette image ou ces trucs comme ça. C'est ça. Et genre là, lui, ça plante. Et là, ça plante. Genre lui, je l'aime pas. Je l'aime pas, je suis pas ok pour... non, ce jeu, t'y bosseras pas. Tu veux jouer à ce jeu? Change d'ordinateur. Ouais, c'est un service com. C'est un service com. C'est un service com un peu trop sensible avec des gens qui ont bu peut-être un peu trop de café. Ok. Et en dernier élément hardware Ouais. important d'un ordinateur, l'alimentation. Ouais. L'alimentation, elle récupère le courant alternatif de ta prise. Oui. Elle le passe en courant continu Oui. avec la bonne intensité et ainsi de suite pour le redistribuer à tout le reste de l'ordinateur. C'est vrai qu'on n'avait pas fait ça. On avait fait le courant. On avait fait, mais on n'avait pas fait tout ce qui est courant alternatif et tout. Ça, on l'a pas fait dans les précédents lives. Déjà, on a vu l'électricité, la création, les trucs comme ça. Ok. Fais des études d'ingénieur en informatique et pour la faire courte, la carte graphique, c'est celui qui va te fournir une image de bonne qualité. C'est comme un magasin où tu achètes de la qualité graphique. Ok, je l'aime bien cette comparaison, elle est assez claire. Oui, et on oublie de parler des drivers, car tous parlent pas la même langue. Ah putain, les drivers, c'est le problème qu'il y avait eu sur mon PC portable. Oui, qui est de retour et que je sais pas pourquoi. Oh. Sérieux? Ouais, et là, j'arrive pas à le régler. Il faut que je vous parle du PC portable que j'ai récupéré. Le son ne fonctionnait pas. C'est-à-dire que les haut-parleurs fonctionnaient pendant 30 secondes et puis après s'arrêtaient. Fonctionnait très bien et puis ça grésillait et merci, au revoir. Et on s'est rendu compte que les drivers, il y en avait 2 qui étaient installés et il y avait un vieux driver et un nouveau et les 2 entraient en conflit et après, bah ça voulait plus. C'est ça? C'était assez bien. Alors, le PC, c'est le bateau. Le processeur, c'est le capitaine. Le chipset, c'est le gouvernail. La carte mère plus le boîtier, c'est le bateau. Et la carte graphique, c'est la vigie qui donne la vision. Et l'alimentation, c'est le moteur du bateau. C'est hyper cool, ça. Tu valides le... C'est super cool. Merci. Les drivers, c'est le pilote en français. Pilote de driver, oui. Et du coup, bah, t'as vérifié les drivers et... Après, c'est un vieux PC qu'on a. C'est un vieux truc que j'ai récupéré. Mais c'est ce qui m'a permis, pendant très longtemps... Enfin, dans un premier temps, de jouer à Valheim et tout, quoi. Oui. Alors, elle dit vieux PC. En effet, vieux parce qu'il date de 2015. On est quand même sur un PC qui a une carte graphique, c'est une 970M. Avec un i7 de mémoire, c'était un 6000 et quelques. Donc, vieux PC, mais quand même vieux, bon PC. Oui, qui était pas du tout à moi, sur lequel je faisais juste mes factures de compta. Et puis après, j'ai eu ma commotion cérébrale et il a fallu que je réapprenne des trucs et on a joué à Valheim. Voilà. Ouais, mais le truc il chauffe et machin et tout. Bon, bref. Est-ce que c'est le moment de lâcher extrêmement subtilement que ce serait cool si vous pouvez avoir un nouveau PC? C'est le moment de lâcher les subs. Alors. Ok, donc il y a Erwan qui est pas ok avec la comparaison de Mono, qui dit que le capitaine, c'est toujours le système d'exploitation, car sans OS comme Windows, Linux ou autre, il n'y a pas de capitaine qui ordonne les instructions au CPU.
Du coup, le système d'exploitation serait le capitaine et le processeur serait le second qui donne les ordres et fait les calculs? Alors, en effet, comme dit Mono, là on est que sur de l'hardware, donc Oui, voilà, c'est oui. différent. Ok, donc c'est trop précis, ouais. Et de toute façon, là, on est face à la problématique générale de faire des analogies. C'est qu'une Oui, analogie, c'est cool pour simplifier et oui. pour comprendre, Mais mais c'est qu'à un pas moment assez donné, technique et ça ne précis. marche pas. Pourquoi? Parce que c'est une analogie. Un ordinateur, c'est pas un bateau, c'est pas non plus une entreprise. Donc, les analogies permettent de comprendre et de faire Oui. des liens, mais à un Oui, mais moment c'est pas. donné, c'est juste faux parce que c'est pas le cas. Oui, non, mais oui. Mais moi, ça me permet de comprendre. Enfin, bon, vous m'avez vu à un moment donné. Je peux pas mentir sur mes connaissances. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Non, non, mais j'y connais beaucoup, hein, j'y connais beaucoup. Puis là, après, ça me refait une blague sur du hardware ou du code binaire ou des machins comme ça. Et je suis en mode, ah ouais. Donc, dans le hardware, le seul capitaine sera le BIOS, celui qui donne. Ah, oui, mais pour le BIOS, on avait dit que c'était le contremaître. Mais sur l'analogie du bateau, oui, le BIOS, on n'est que sur du hardware. Il donne les instructions de base pour démarrer le hardware. Ok, j'ai tout compris. Je suis trop contente. J'ai le cerveau qui va cramer, faut que je mange. Non, c'est trop cool. C'est extraordinaire. Franchement, en vrai, c'est super bien. C'est hyper complet. Là, je vais prendre le temps de digérer le truc. Va falloir qu'on récupère des bouquins aussi et tout. Et puis, de toute façon, on reprend lundi. Lundi, on reprend sur justement l'explication. Merde, c'est pas un bateau. C'est pour ça qu'il a coulé quand je l'ai mis à l'eau. Pas mal, pas mal. Franchement, on valide. On veut la photo aussi. Ah oui. Eh, tu l'as. T'as coupé? Ah, il a pas dit dans le micro. Le modo, il m'a dit, il fait après si tu veux, après le live, je te fais faire un tour dans le BIOS. Oui. On se fait un date dans le BIOS. Il y a Pix pour apprendre cela en France. Je crois que vous êtes là, c'est du Pix Collège. Ne mettez pas votre ordinateur à l'eau, on sait jamais. Sacré date dans le BIOS. Et on s'occupe comme on peut par temps de canicule. Et encore, il n'y a plus de canicule. Là, j'ai une image en tête. Non, non, pas les images. Non, non, on veut pas les images. Les cartes graphiques, là, elle est en grève. Elle dit c'est pas ok, moi je suis pas d'accord, moi je veux pas traduire des images comme ça. Imagine la carte graphique, tu sais, qui te met un warning en disant non, non, t'es pas sur le bon site là. T'es pas sur le bon site, on n'est pas ok pour ces images. Allez, tu reviens en arrière. Oh mon dieu. Non mais ouais. Ok, donc ça c'est assez clair, c'est même très clair. Et merci le modo, et puis merci dans le chat. Franchement, j'ai compris. On va aller plus loin. On va aller plus loin à partir du lundi. Lundi, pareil, juste après le déjeuner, on se relance là-dessus. C'est trop cool. En fait, c'est hyper clair. C'est génial. La carte graphique, elle voit que des 1 et des 0. Oui, mais elle le transforme en plein de couleurs. C'est ça? Elle a sa petite rame, elle a son petit machin. En gros, la carte graphique, c'est l'artiste de l'ordinateur. Elle transmet des émotions. Elle le transforme en couleurs. Oui, on peut rapprocher ça comme ça. Pour te dire à quel point la carte graphique, pour nous, ne sert qu'à afficher des images, mais c'est vraiment un mini Ordinateur, ouais. ordinateur. Les IA Ouais. tournent sur des cartes graphiques. Ouais, Oui, d'accord. parce que les puces des cartes graphiques sont très fortes pour faire des calculs très simples, mais en boucle. Ok, d'accord. C'est la pentresse en fait. Ah oui, mais alors attention, hein, me spoilez pas, je suis en train de jouer. Personnellement, j'entraîne mes IA avec des cartes graphiques. Ok. Attends. Hop, no spoil. Ouais, no spoil. Comme on a dit. Pour moi, c'est full backseat et no spoil. Après, on peut couler certains composants dans des liquides faits pour. Et ça chauffe et on consomme beaucoup d'eau. Oui, mais je crois que j'avais vu un truc sur les IA où il y avait les
peut-être que je vais dire une dinguerie horrible, mais genre les data centers des IA qui étaient mis sous l'eau pour le refroidissement naturel, c'est ça? Ouais, ok. Parce que moi, j'avais une des entreprises pour laquelle j'ai travaillé qui avait un data center. On en a un pas très loin. Et je sais que c'est l'entreprise pour laquelle j'ai bossé qui s'occupe du data center. Et j'y suis allée le premier jour où j'ai travaillé dans cette entreprise, donc ça remonte à 15 ans, je pense. Et j'ai vu, pas le gros data center, mais j'ai vu un petit tout data center. Et je me souviens qu'il y a eu un moment, il y a eu une panne de clim dans le data center qui a duré genre 3 minutes et que c'était monté à des températures mais folles. C'est un des projets, c'est un point final. Il me semble, la Chine bosse dessus. Mais si en même temps, tu peux éviter de niquer toutes les ressources naturelles et t'en servir, ça peut être pas mal. Plutôt que de prendre des gros trucs qui rafraîchissent, mais à un endroit où il fait déjà froid, quoi. Enfin, bah, moi, ça me semble logique, mais bon, on le sait, moi, ma logique, hein. Ok, et ben écoutez, c'était extraordinaire comme live. J'ai appris plein de trucs, va falloir que je digère tout ça. En fait, ce que vous avez pas hors live, c'est que le modo, il me voit quand je fais un live comme ça, que ce soit bah là, les derniers lives sur comment on faisait les lames damassées, comment on faisait pour faire les forges et ce genre de choses. Pendant les heures qui suivent, je vais être genre comme ça, et puis je vais réfléchir, et puis je vais réfléchir et machin, et là, il est parti pour 48 heures. Pendant 48 heures, je vais lui poser des questions. Et ça, c'est bien ça, tu sais. Et puis je vais redire une phrase pour reconfirmer que j'ai bien compris et tout. Ça, c'est trop cool aussi. Voilà. Alors, on n'a pas entendu l'IA pour... Ah, on n'a pas attendu l'IA pour mettre les IA dans les pays près du pôle Nord. Car par exemple, pour les crypto-monnaies, les fermes de cartes graphiques font des calculs. À quoi ça ressemble des fermes de cartes graphiques? Moi, j'ai toujours en tête, mais parce que c'est plus ma génération que la tienne. Vraiment avec Matrix et tout. Alors pourquoi je dis plus ma génération que la tienne? C'est que moi, Matrix, je les ai vus au cinéma. Donc toi, tu les as pas vus au cinéma, c'était juste pas possible vu l'écart d'âge qu'on a. Et du coup, moi, j'ai vraiment ça, en fait, ces fermes de composants électroniques et comme les fermes des humains et des trucs comme ça. Pour moi, quand je vois une ferme de cartes graphiques, je vois vraiment un truc monstrueux avec des cartes graphiques à perte de vue sur des kilomètres et des kilomètres. Alors, non, je ne veux pas passer en mode... Ah oui, eh bien oui, un regroupement. Le modo qui mérite son salaire de prof, mais bien sûr, mais évidemment. Alors, pour la petite histoire, avant on faisait des centres de calcul avec des PlayStation car ça coûtait moins cher que des cartes graphiques pour des amateurs ou des semi-pros. Sérieux? Les PS3 en rack. Ce sont des APU, CPU plus GPU. C'est quoi? Attends, CPU et GPU? Tu peux me dire dans les consoles? Ouais. Ok. Et APU? C'est juste l'association des deux? Processeur et carte graphique. Ok. Ok. C'est un mix des deux. Merci. Ouais. Du coup, merde, pour les lettres, ce que veulent dire les Ouais. lettres, CPU c'est Core Processing Unit. Ouais. Et GPU c'est Graphic Processing Unit. Ok. Ok. Ça me va. Allez, on va s'arrêter là pour le live. Chez qui je vous envoie? Est-ce qu'on a quelqu'un qui est en live? Morgane, 16h10, c'est sûr, t'es pas en live. Chez qui on peut aller? Si vous avez des idées, je prends. Mais je crois... Attends, il y a qui est en live? Oui. Ouais. Ah, on est pas mal. Vas-y, comment... dis-le, parle pendant le... Tu l'as expliqué dans le micro ou pas? Alors. Je viens de trouver une streameuse qui s'appelle Okip, qui est développeur sur iOS et qui fait du coworking. Donc c'est dans le thème, donc ça me paraît pas trop mal. Ok. Eh ben, ça me va. Comment tu l'écris?
Ou c'est toi qui fais le raid? Eh bah allez, je la connais pas du tout. Eh bah écoutez, on y va. Morgane, t'as besoin de traiter les infos. Moi aussi. C'était hyper cool. Utilise ton processeur. J'ai besoin de traiter les infos. Hop. En réalité, on passe de SOC, car souvent l'APU est dans le SOC, mais il n'y a pas que cela. Ok, il m'expliquera ça hors live. Là, je peux plus. J'ai faim, faut que je mange. Ok, on vous envoie en raid. N'hésitez pas à follow la chaîne si vous n'avez pas follow la chaîne, si ça vous plaît. Et puis, je vous souhaite un bon après-midi, peut-être. Alors, dans le week-end, c'est sûr que je vais faire des lives. Prochain live, lundi, début d'après-midi, pour justement, on se couchera moins con. Et pour tout le reste, il y a toujours plein de lives de jeux, de bouffe, d'aquarelle, de machin, il y a de tout. Voilà. Plein de bisous. C'est bon, tu peux lancer le raid. Ouais, c'est à toi de le faire. Tu veux que je le fasse? T'es dessus? Il est en train de le faire. Pardon, j'ai coupé le son. Merci. Écoute, moi j'ai le raid normalement qui est... Ouais, vas-y. Allez.